Bienvenue dans Talk Afrique sur Média TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la situation politique au Burundi après le référendum à huis clos du 17 mai dernier. Les électeurs burundais ont approuvé par plus de 73% les changements constitutionnels. Alors, proposé par le gouvernement très controversé, cette nouvelle constitution va permettre au président Pierre Nkurunziza, âgé de 54 ans au pouvoir depuis 2005, de briguer 2 mandats de 7 ans à partir de 2020. La coalition d'indépendants Amizero Yabarundi, menée par le principal opposant à l'intérieur du pays, Agathon Rwasa, dénonce ce qu'elle appelle des tricheries massives, indiquant que le processus électoral n'est ni transparent, ni libre, ni indépendant, encore moins démocratique. Cette nouvelle réforme ferme-t-elle la porte à l'alternance politique? Qu'est-ce que cette constitution va changer pour la vie politique? Ne risque-t-on pas une nouvelle crise comme celle qui a suivi en 2015 la réélection du chef de l'État Pierre Nkurunziza? Pour débattre de toutes ces questions, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Pape Ngandiouf, vous êtes rédacteur en chef de Média TV Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Abdoulaye, c'est moi. Avec nous également sur ce plateau, Bakary Dabo, vous êtes journaliste à All Africa. Merci d'être avec nous et bienvenue. Bonjour Amadou, bonjour à vos téléspectateurs et merci pour cette invitation. Bakary Dabo, on va commencer par vous. La première question, les Burundais ont adopté, d'ailleurs une large majorité à plus de 73%, la réforme portant sur le changement constitutionnel qui va permettre au président Pierre Nkurunziza la possibilité de se faire représenter, de briguer 2 mandats de 7 ans à partir de 2020. Qu'est-ce que cette constitution va changer pour la vie politique au Burundi? Merci Amadou. Pour répondre directement à votre question, cette constitution va changer beaucoup de choses et des choses qui vont corroborer un recul démocratique dans ce pays. C'est-à-dire Nkurunziza maintenant pourra rester au pouvoir jusqu'en 2034. Il conserve tous les pouvoirs et du pays et de son parti. Maintenant, contrairement à l'ancienne constitution, tous les partis qui avaient 5% aux élections législatives devaient partager le pouvoir avec le parti au pouvoir. Ça saute. Et plus grave encore, il y a un point que les gens oublient dans la constitution. La nouvelle constitution maintenant interdit même les indépendants de se constituer en coalition. Ça, c'est vraiment des reculs graves et démocratiques que nous risquons de voir dans ce pays. Alors, Pape Ngandiouf, finalement, quelle lecture faudra-t-il faire après le référendum qui donc va permettre à Pierre Nkurunziza de se faire représenter jusqu'en 2034? Est-ce à dire que cette nouvelle constitution va fermer la porte à l'alternance politique dans ce pays? Merci Abdoulaye. Ce qu'on peut dire, c'est que au moins c'est l'alternance pacifique. Parce qu'il se peut qu'il y ait, on ne le souhaite pas, comme ça se passe dans d'autres pays, d'autres formes d'alternance. Mais ce qui est vrai, c'est que cette volonté politique que nourrissait Pierre Nkurunziza depuis très longtemps, de changer la constitution à un moment donné pour pouvoir se représenter, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs jusqu'en 2015. Et donc, cette nouvelle constitution plonge encore, il faut le dire, le pays dans une situation qui n'est pas vraiment propice à comme tu le dis, à une alternance politique pacifique. Parce que l'opposition, comme vient de le dire tout à l'heure Dabo, les coalitions d'indépendants ne sont plus autorisées. Ça veut dire que quelle forme d'opposition sera en face de Nkurunziza pour pouvoir briguer la présidence de la République. Donc c'est une situation chaotique, il faut le dire, qui met non seulement le peuple burundais, mais les opposants aussi de manière générale face à une situation d'une impasse politique qui risque de perdurer. Mais alors on parle d'impasse politique, Bakary lui parle de recul démocratique et pourtant on a enregistré un taux de participation de plus de 95%, le peuple burundais, le seul détenteur de la souveraineté, a fait son choix, non, dans ce cas de figure? Effectivement, bon, ce changement constitutionnel relève absolument de la souveraineté de l'État, de la République du Burundi et de son peuple, effectivement, conformément aux institutions nationales. Mais on ne peut pas, justement, personne ne peut remettre en cause ce changement parce que le peuple burundais
a choisi de porter de mettre fin à la limitation des mandats présidentiels. Donc, vu le taux de participation, on ne peut pas remettre en cause en réalité, concrètement, cette volonté politique matérialisée par le taux de participation. Mais ce qu'il est dit, c'est que l'opposition dans tout ça risque de faire face, comme je l'ai dit, à une impasse politique qui n'ouvre pas des portes à une alternance politique pacifique dans le pays. Alors, Bakary, vous parlez de la coalition d'indépendants qui n'auront plus, ou les indépendants qui n'auront plus la possibilité de se représenter à une élection. Et pourtant, les opposants ont pris part à cette consultation populaire qu'elle n'a pas boycottée. Le peuple a voté massivement et le parti au pouvoir l'a remporté également massivement, avec plus de 73%, il faut le rappeler. En quoi, finalement, comme vous le dites, en quoi ce scrutin serait-il antidémocratique? Bon, c'est vrai qu'il faut rappeler qu'un référendum, c'est une consultation. Quand on consulte le peuple sur une question donnée, notamment la Constitution. Mais aussi, c'est vrai que vu les résultats, on peut dire que le peuple s'est prononcé de manière libre et transparente. Mais pour revenir un peu en arrière, si on voit comment les choses se sont déroulées, la campagne électorale, les conditions, parce qu'on a vu pas mal d'ONG, pas mal d'organisations de droits de l'homme, en plus de l'opposition, dénoncer les conditions même dans lesquelles se sont passées cette campagne. C'est-à-dire, il y a eu des enlèvements forcés, il y a eu des déplacements forcés, il y a eu même mort d'hommes par moment, et il y a eu même des gens qui ont été forcés, qui ont été contraints d'aller voter pour le oui. Et ça, je pense que dans ces cas, c'est cette situation qui a été rapportée aussi par des organisations crédibles, connues sur le plan international. Bon, c'est des choses qui nous amènent quand même à douter même de la sincérité même du scrutin. Bon, c'est vrai que c'est avec du recul qu'on parvient à voir tout ça, mais ce qui est dommage, c'est qu'on continue en Afrique de voir certaines choses se passer. On doit laisser, on doit assainir le jeu politique dans tous les pays, donner des chances à tous les acteurs, que ce soit parti au pouvoir comme opposition, et d'aller à des élections libres, transparentes et démocratiques. C'est ce qui va permettre d'avoir un espace apaisé. Alors, 2034, c'est pas pour demain. Pape Ngagne Diouf, lui, il est au pouvoir depuis 2015. Et finalement, la communauté internationale, c'est vrai, avait imposé des sanctions économiques au Burundi. Le Burundi qui a même décidé de quitter la CPI. Mais dans tout ça, quelle solution faudra-t-il entrevoir pour que le pays ne bascule davantage dans cette impasse politique à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure? Oui, Abdoulaye, si on voit la situation actuelle au Burundi, ça veut dire que Pierre Nkurunziza, c'est depuis 2000 d'ailleurs 2005, avec le troisième mandat obtenu donc en 2015. Donc s'il faut aller encore jusqu'en 2020 et à partir de là-bas que la nouvelle constitution lui autorise de se représenter à 2 reprises pour 2 autres mandats de 7 ans, ça veut dire que vous voyez l'appareil démocratique actuellement qui est assis au Burundi n'est pas forcément favorable à une alternance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous voyez cette impasse-là dont j'ai fait allusion tout à l'heure, ça veut dire que l'opposition n'a pas actuellement les coups des franches parce que la majeure partie aussi, il faut le dire, en fait, est en exil, n'est pas à l'intérieur du pays pour pouvoir vivre comme le peuple ce qui se passe. À part Agathon exactement, qui essaie avec quelques moyens du bord de faire face à Nkurunziza, mais il y a énormément d'éléments qui sont là, qui commencent à former un cocktail qui n'autorise pas forcément une paix durable si on continue dans cette lancée-là. La solution peut-être pourrait sortir, comme on le dit, des blocs communautaires, essayer de trouver au sein de l'Union africaine comment mettre en place des mécanismes, encore faudrait-il voir la pensée et l'attitude de Nkurunziza qu'il n'a pas caché aux
à l'Union européenne et bien sûr à l'Union africaine à un certain moment, à la CPI exactement. Donc, il faudrait voir quel mécanisme de dialogue faudrait-il instaurer au nom quand même du peuple burundais quand même, parce qu'il a eu à vivre des lendemains, en fait un passé vraiment douloureux et qu'il ne faudrait pas au nom de cette volonté de mettre en place, de pacifier l'espace burundais, que quand même le peuple puisse en pâtir vraiment. Et pourtant, Bakary Dabo, l'Union parlementaire africaine, dans une déclaration qu'il a publiée en marge de la 72e session de son comité exécutif tenu à Bujumbura, au Burundi même, a plaidé dans cette déclaration pour la cause de Burundi, indiquant ou appelant l'Union européenne à lever les sanctions économiques. Finalement, ça veut dire que l'UA, une des organisations panafricaines, donne raison à Burundi parce qu'estimant tout simplement que la paix là-bas, même si elle reste encore fragile. Oui, bon, comme l'a dit M. Diouf, je pense qu'il faut continuer à trouver des mécanismes pour ramener la paix entre acteurs d'abord, parce que... Mais la paix y est déjà. Bon, la paix, c'est une paix encore fragile, parce qu'il y a toujours des gens qui sont à l'exil, il y a toujours des gens qui sont enlevés, il y a toujours des menaces. En fait, il y a une menace permanente qui pèse sur le pays. Et ça, tout le monde sait que ce n'est pas quelque chose de confortable. Il faut continuer à négocier et il faut aussi continuer à raisonner Nkurunziza, parce que aussi, dans son élan de vouloir être le seul acteur et le seul maître à bord, tout le monde sait que c'est... Est-ce que le raisonner, ça veut dire quoi raisonner en quoi faisant? Le raisonner, c'est-à-dire il y a des principes de base démocratiques qu'il ne faut pas vraiment toucher. Si on revient en arrière, on a vu qu'en 2005, il y a une constitution qui a été adoptée et qui avait aidé à apaiser les Burundais. C'était la fin de la guerre civile. Pourquoi aujourd'hui encore changer, et on voit ce qui motive tous ces changements constitutionnels. Tout le monde sait que en fait, il y a des ambitions derrière de vouloir s'éterniser au pouvoir. Déjà, il a fait combien d'années au pouvoir? Encore refaire 14 ans à ce rythme, ce sera un peu difficile quand même de trouver un consensus quand même sur le minimum pour au moins asseoir une paix durable. Il faut raisonner tous les acteurs, ramener tout le monde autour d'une même table de négociation. Et c'est là que je suis tout à fait d'accord avec. Il faut que les Africains soient au devant de la scène pour mener ce combat. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on laisse des gens de l'Union européenne ou bien d'ailleurs. Il faut que l'Union africaine se positionne, prend sa responsabilité et va parler avec tous les acteurs, discuter, essayer de voir dans quelle mesure ramener cette paix et instaurer aussi la démocratie dans ce pays. Je pense que ça, c'est les bases d'une paix durable dans tout pays. Alors, Bakary, c'est vrai que Pierre Nkurunziza, même s'il n'a pas encore officiellement annoncé qu'il va se représenter, 14 ans encore, mais tout est-il que la Constitution lui permet, à partir de 2020, un autre mandat de 7 ans. L'accord d'Arusha, finalement, est-ce à dire que cette nouvelle Constitution enterre définitivement cet accord? Mais bien sûr, si cette Constitution entre en vigueur, ça veut dire que presque l'accord d'Arusha n'existe plus, alors que l'accord d'Arusha avait quand même aider à apaiser beaucoup de choses dans ce pays. Je pense qu'à mon avis, pour moi, il faut revenir un peu en arrière, même si les contextes ne sont plus les mêmes, prendre les aspects qui peuvent aller avec le contexte actuel, essayer de les réactualiser, et parce que c'était un bon accord. Parce que, au moins, cet accord avait aidé à apaiser, à réconcilier tout un peuple. Donc, pourquoi ne pas réactualiser cet accord, peut-être avec certains éléments nouveaux, et voir comment les Burundais peuvent se retrouver autour de l'essentiel pour le développement économique, social et politique de leur pays. L'accord d'Arusha, finalement, qui avait contribué à ramener la paix durable dans cette partie de l'Afrique, finalement, est-ce qu'il est remis en cause avec cette nouvelle constitution, Pape Ngagne? C'est la question qu'on est en train de se poser. Est-ce que l'accord d'Arusha est enterré définitivement? Si on voit un peu l'historique de l'accord, a commencé d'abord par la guerre civile qui a donc débouché à cet accord. Déjà, le partage du pouvoir
qui permettait donc aux différentes ethnies de pouvoir d'asseoir un certain équilibre social, politique, judiciaire. Dans toutes les grandes sphères de la nation, il y avait ce quota de partage du pouvoir. Et ce qui faisait, entre autres, et aussi vous le savez très bien, donc c'est ça qui faisait quand même, qui faisait que le pays reposait sur un socle démocratique qui allait donc germer. Et c'est ce qui a valu donc ces années de paix après la crise de la guerre civile. Donc, mais maintenant, avec la nouvelle Constitution, disons-le très bien, ce n'est plus les mêmes dispositions donc, qui sont toujours en vigueur. Et donc, bye bye Arusha, comme disait l'autre. Donc ça veut dire que les risques sont là, les risques réels pour revivre cette crise qui avait suivi la réélection de Nkurunziza en 2015. Vous savez, la Constitution de 2005 disait que le chef de l'État est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Mais maintenant, c'est la réélection de Nkurunziza pour un 3e mandat en 2015 qui avait suscité cette crise. Alors, si cette réélection pour un 3e mandat controversé, bon, ça a été une interprétation de la loi fondamentale, comme ça se passe dans beaucoup d'autres pays africains aussi. Il suffit de dire que non, le mandat, la loi n'est pas rétroactive, donc je commence mon mandat à partir. Et c'est ce qui lui avait valu justement ce 3e mandat en 2015. Et si c'est ce mandat qui avait débouché sur une crise politique sociale, bon, cette nouvelle constitution qui permettrait au président de se représenter jusqu'en 2000, en fait pour 2 autres mandats à partir de 2014, à partir de 2020, vous voyez donc que les germes d'une autre confrontation politique sont déjà là et que de façon inévitable, il y aura en interne forcément c'est la continuité, c'est cette permanente dissension entre les différents mouvements politiques, que ce soit de l'opposition ou bien entre opposition effectivement et pouvoir. Donc ce n'est pas demain vraiment qu'on peut s'attendre à un climat apaisé sur le plan politique et disons social au Burundi. Alors cette crise avait fait pratiquement 1200 morts et des centaines de milliers de réfugiés, même si des ONG ont clairement indiqué qu'il y a des déplacés qui commencent à rentrer. L'accord d'Arusha, il est remis en cause si on vous suit dans votre raisonnement. Pierre Nkurunziza qui campe sur sa position, notamment ses partisans qui ont voulu encore qu'il brigue notre mandat. Vous parlez d'être s'éterniser au pouvoir. Finalement, les conséquences politiques sur les voisins immédiats du Burundi? Ça, c'est une très bonne question parce que si on regarde le Burundi est entouré de pays qui sont presque tous en tension. Bon, pas très, mais par exemple, si on prend l'exemple de la RDC aujourd'hui, c'est pratiquement le même problème avec le président qui est en train de... Bon, c'est vrai que du côté de la Tanzanie, c'est un peu plus stable, du côté du Rwanda aussi. Mais bon, n'empêche, dans tous ces pays, on sait qu'il y a des soubresauts et des difficultés sur le plan politique et sur le plan de la stabilité. Moi, surtout, les craintes que j'ai, c'est que le Burundi sur le plan continue à s'enfermer sur le plan international. Parce qu'on voit que déjà, il y a un sommet de la COMESA qui devait se tenir dans 2 semaines. Ils viennent de prendre la décision de l'annuler et ce sommet va se tenir finalement à Lusaka au mois de... je pense que c'est au mois de septembre, ou bien si je ne me trompe pas. Tu vois, déjà, il y a des conséquences, il y a des décisions qui commencent à être prises. Il y a récemment aussi le secrétaire général des Nations Unies s'est prononcé. Il y a l'Union européenne aussi qui campe sur sa position et qui profère des menaces. L'Union africaine certainement va se prononcer dans les jours à venir et le reste de la communauté internationale. Et tout ça, c'est au dépend de la population burundaise. Et ce qui est dommage, à quelle fin? Pour assouvir les, comment dirais-je, les besoins d'un système qui
veut rester au pouvoir et créer des tensions, continuer de créer des tensions, provoquer des morts d'hommes et au même moment où aujourd'hui l'Afrique a une autre vision. L'Afrique aujourd'hui est en marche, l'Afrique est, comme on dit, Africa on the move. Aujourd'hui on voit qu'il y a des visions nouvelles sur le plan du développement, notamment avec l'agenda 2063, avec la zone de libre-échange africaine continentale. Aujourd'hui, tous les pays africains sont dans une dynamique d'aller de l'avant, de raffermir les liens et tout part d'une stabilité au niveau de chaque pays, au niveau de chaque région et au niveau du continent africain. Je pense qu'il faut que, comme je l'ai dit, l'Union africaine, la COMESA et entre autres organisations africaines s'investissent pour aller parler aux acteurs burundais, essayer de les raisonner entre guillemets, s'il y a encore possibilité, et essayer de poser une stabilité durable, parce que c'est ça, c'est ce qui va assurer une stabilité et permettre les gens de retourner au travail. Alors, Pape Ngagne, les conséquences immédiates, notamment avec, comme il a dit, cette ceinture, les voisins immédiats du Burundi. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que on a l'impression que par contamination, il y a des effets, en fait, des répercussions induites par des effets avec des causes, c'est vrai, multiples, ou bien à quelques degrés différents. Mais ce qu'il faut dire que la situation politique, la situation géographique du Burundi, en fait, je ne dirais pas que c'est une enclave, mais bon, la façon dont c'est fermé dans ce cercle, comme l'a dit tout à l'heure Dabo, qui n'est pas très, je dirais pas démocratique, mais bon, avec des soubresauts politiques qui ne sont pas apaisés, à augurer, disons, un climat politique pacifique. Ça veut dire que, d'une manière générale, ce qui serait plus dangereux, c'est que du point de vue continental, que le Burundi s'isole. Mais non, d'abord au sein de l'Afrique, au sein de la sous-région d'abord, au sein de l'Afrique, au niveau de la scène internationale, avec la communauté internationale, l'Union africaine, et puis, disons, l'Union africaine et d'autres blocs internationaux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, quoi qu'on puisse dire, le Burundi est un pays souverain aussi, qui a des aspirations de développement, quoi qu'on puisse dire, de développement défini par le chef de l'État. On ne fait pas l'apologie justement de ce changement de constitution à quelques années, si vous voulez même. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que retenons quand même que le peuple burundais est souverain. Il a choisi donc d'adopter ce référendum. C'est vrai, le peuple s'est prononcé à travers cette consultation, mais c'était à huis clos. La communauté internationale n'était pas présente. La presse, notamment, la presse étrangère, est-ce que là, ce sont des conditions de transparence qui sont posées pour donc un scrutin, oui, comme l'ont dit les opposants, transparent, libre et démocratique? Bon, c'est toujours comme dans toute forme de consultation en Afrique. L'opposition viendra brandir, dans toute forme de consultation, je veux dire, l'opposition viendra à tout moment brandir des accusations de fraude, de non-transparence, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une commission électorale qui est l'institution officielle pour organiser, régir les lois, en fait les règles de la consultation. Mais si la commission, nous, on ne peut que se fier à la déclaration de la commission électorale. Maintenant, l'opposant viendra dire que, ou bien un autre observateur viendra dire que la commission n'est pas assez crédible parce qu'elle est composée de membres de l'opposition ou de membres de la CNDD-FDD. Quoi qu'il en soit, c'est une institution nationale qui est là et qui régit donc l'organisation des consultations. Mais non, en termes de liberté, de transparence, bon, le Burundi, on le sait très bien, et je crois que sur le dernier rapport de Reporters sans frontières, le Burundi serait à la 47e place. Donc ce n'est pas un exemple forcément en liberté de presse.
On a vu des confrères qui sont, qui n'ont pas été autorisés justement à couvrir depuis même la campagne électorale. Donc ce n'est pas un exemple justement, mais en termes de transparence au niveau de la consultation, tout reste à dire, mais bon, les chiffres de la commission électorale disent ont été officiellement proclamés. Alors, très rapidement, Bakary Dabo, ce qui est fait est fait, les résultats officiels sont proclamés par la commission, mais l'opposition continue à dénoncer, à crier à la fraude finalement. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour harmoniser tout cela et éviter à ce pays l'embrasement? Bon, je pense que c'est vrai que le temps qui reste est très court parce que l'opposition a 3 jours pour déposer son recours et le Conseil constitutionnel a 9 jours pour confirmer les résultats officiels. Bon, je pense qu'il faut activer maintenant, dès à présent, la diplomatie au niveau africain. Il faut que les pays limitrophes commencent à faire des démarches parce que, bon, tout le monde sait que la situation est encore instable. Faire des démarches, essayer d'amener tout le monde autour d'une même table, essayer de discuter pour le bien du peuple burundais parce que, bon, même s'il reste au pouvoir, excusez-moi, même si les résultats sont confirmés, il reste au pouvoir jusqu'en 2034. Je doute très fort que ce pays gardera sa stabilité. Si l'on sait que aussi parfois, même entre pays voisins, on peut te mettre des bâtons dans les roues parce qu'on a vu qu'à quelques jours du scrutin, il y a une attaque qui est partie de la RDC, entrer dans un village burundais, tuer, massacrer des gens et tu vois, tout ça. Donc, je crains fort à une stabilité au rythme où les choses évoluent. Maintenant, il faut essayer de poser le débat, de raisonner. Il faut que l'Union africaine, il faut que les organisations régionales s'investissent pour au moins essayer de ramener la paix dans ce pays. C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait le plaisir de recevoir sur ce plateau Bakary Dabo, journaliste à All Africa. Avec nous également Pape Ngandjouf, rédacteur en chef de Médian TV Dakar. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.